Chers amis internautes, bonjour et merci de nous retrouver sur ce nouveau numéro de Gros Plan. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Souleymane Naimi. Il est président du mouvement Talon doit revenir en 2021. Et sur cette émission, je suis avec Anno Doumanhou du site d'information Le Portail. Anno, bonjour. Bonjour, cher ami Koshimo. Bonjour, monsieur Souleymane Naimi. Bonjour, cher ami. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. C'est nous. Vous êtes l'un des premiers soutiens du candidat Patrice Talon pour le compte de la présidentielle de 2016. Vous étiez l'un des initiateurs du mouvement JET 2016, Jeunesse Talon 2016. Qu'est devenu finalement ce mouvement? Merci, chers amis journalistes. Merci de l'opportunité que vous m'offrez pour pouvoir m'exprimer sur l'actualité politique et surtout parler de la Jeunesse Talon 2016, un mouvement qui a vu le jour dès les premières heures de l'avènement du régime du nouveau départ, qui est devenu par la suite le régime de la rupture. La JET 16 a vu le jour dans les années 2015 et en prélude bien sûr aux annonces de candidature du président Patrice Talon, qui en son temps nous paraissait comme étant l'homme crédible, l'homme phare, celui qui pouvait véritablement relever l'économie béninoise, essayer quand même de régler les maux auxquels les Béninois sont confrontés. Et très tôt, des amis et moi, nous nous sommes vus, nous nous sommes dit, celui-là, c'est lui qu'il faut pour notre pays. C'est l'oiseau rare. Malgré toutes les tentatives pour l'empêcher de rentrer d'abord dans son pays, malgré toutes les pressions qui ont été faites pour l'empêcher d'être candidat, des amis et moi, on s'est dit, il n'en est pas question, même s'il faut perdre notre vie pour que ce dernier soit au sommet de l'État, nous allons le faire. Et donc, Dieu était de notre côté, on s'est retrouvés et nous avons porté sur les fonds baptismaux la JET 16. La JET 16, déjà dans les années 2015, a sillonné presque toute l'étendue du territoire national, bien sûr les 77 communes, et nous avions essayé de parler du personnage, ce qu'il est. Pourquoi il faut un homme de cette trempe-là à la tête de notre pays. Oui, mais la JET 7 a eu une durée de vie très courte. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr que vous savez que toute chose évolue dans le temps et dans l'espace. Nous avons parlé de la JET 16. Et donc, puisque l'objectif, c'était tout faire pour faire venir le président Patrice Talon. Et il est venu au pouvoir en 2016. Et Dieu, comme je l'ai dit tantôt, étant de notre côté, ça s'est très très bien passé. Et comme tout ce que nous avions dit en son temps aux concitoyens béninois, ça s'est réalisé dans presque tous les domaines, même au-delà de nos attentes. Et donc, aujourd'hui, la JET 16 ne tend plus totalement d'actualité puisque nous voulons aborder une deuxième phase du PAG. Est-ce que c'est parce qu'après, il y a des malentendus? Est-ce que parfois le groupe a été disloqué parce que certains ont été promus et d'autres n'ont pas pu finalement jouir des fruits de leur contribution à l'avènement du régime? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, d'abord, faire partie d'un mouvement politique, c'est une œuvre de citoyenneté. Ce n'est pas forcément pour des intérêts immédiats. Parce que tout ce que vous le faites pour le peuple béninois. Vous le faites pour le développement de votre nation. Et donc, il n'y a pas aussi de regroupement sans qu'il n'y ait des grincements dedans. C'est normal parce que là où il y a des hommes, cela va sans dire qu'il y aura quand même des contents, il y aura des mécontents. Pour la JET 16, que c'est passé? Non, pour la JET 16 est toujours là. Elle est toujours là, mais nous sommes dans une phase de transformation pour que véritablement nous puissions être en phase avec les réalités d'aujourd'hui. Vous avez été artisan de première heure. Oui. Est-ce que finalement la JET 16 s'est retrouvée au cœur donc de la gestion du pouvoir d'État? Bien sûr que oui, la JET 16 s'est retrouvée du moment où nous sommes aujourd'hui à des postes qui permettent d'une manière ou d'une autre au régime d'atteindre ses objectifs.
d'une manière ou d'une autre, il y a des cadres qui font partie de cette organisation politique qui travaillent au niveau de certaines instances de l'appareillage politique et qui permettent au gouvernement en place d'atteindre les objectifs fixés dans le programme d'action du gouvernement. Quelle a été l'attitude de ce mouvement par rapport à la réforme du système partisan? Bien sûr que oui, nous y avons contribué, nous avons applaudi. Parce que le problème qui se pose actuellement, c'est quoi? Nous avions trop de micro-partis politiques. Nous avions, pour un peuple, une population de 10 millions d'habitants, nous avions près de 200 et quelques partis politiques. Nous avions près de 1000 mouvements. Et donc, les grandes démocraties nous ont donné l'exemple. Les États-Unis, par exemple, la France, par exemple. Et cela va sans dire que nous devrions, de façon progressive, véritablement aller vers le système partisan. Même si, aujourd'hui, le nombre de partis politiques a pu être réduit, ce qui est une très bonne chose. C'est vrai, les habitudes peinent à disparaître de pouvoir aller... Vous savez qu'aux États-Unis, en France, il y a plusieurs partis politiques, il n'y a pas deux partis. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y a plusieurs partis politiques, mais qui se retrouvent dans des blocs. Il y a des partis qui sont indépendants. C'est vrai qu'après, il y a de grands partis, un peu comme au Bénin, c'était le cas. Bien sûr que oui. Au Bénin, il y avait plusieurs partis, mais tous les partis n'étaient pas présents de l'Assemblée nationale. Il y avait des partis qui étaient vraiment portés et qui se retrouvaient. En réalité, ce qui se passe, c'est quoi? Il faut que nous arrivions à assainir le paysage politique de notre pays. Pour qu'on sache quels sont les vrais partis, les partis nationaux. Parce qu'il y a des partis familiaux. N'ayons pas froid aux yeux de le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des partis nationaux? Bien sûr que oui. Lesquels? Je ne vais pas citer de nom, mais je puis vous dire qu'aujourd'hui, il y a des partis crédibles. Il y a des partis véritablement nationaux. Et la preuve, quand vous allez à l'Assemblée nationale, quand vous prenez... Il n'y a que deux partis qui sont représentés. Oui, bien sûr que oui. S'il y avait une compétition, on devrait savoir... Non, là, vous voulez... Vous qu'il n'y a pas eu de compétition, donc on ne peut pas savoir s'ils sont... Là, vous voulez aborder un autre sujet, là. Non, mais comment ils sont nationaux s'il n'y a pas eu de compétition? Qui vous dit qu'il n'y a pas eu de compétition? Qui vous dit qu'il n'y a pas eu de compétition? Non, ils ne se sont pas retrouvés entre eux. Je suis désolé de vous le dire que ça a été la vraie compétition. Et je vais aller très loin pour vous dire que c'est pour la première fois depuis 1990 que nous sommes allés à la conférence nationale qu'il y a eu autant de morts pour une élection municipale et communale. Pourquoi? Parce que c'est des partis qui soutiennent les actions du chef de l'État, mais c'est des partis qui se sont affrontés farouchement sur le terrain. C'est des partis qui se sont poignardés dans le dos très fort sur le terrain. Donc, quand vous parlez de match amical, je suis désolé pour vous dire qu'il n'y a pas eu de match amical. Chaque parti œuvrait pour arracher le plus grand nombre de députés, a œuvré par la suite encore pour arracher le plus grand nombre de conseils municipaux, communaux, etc. Et donc, ne parlez plus de match amical. Ça a été une compétition véritablement rude et le parti qui a pu tirer son épingle du jeu, je voulais parler de l'Union progressiste, véritablement s'est imposé parce que certainement ils ont su mettre en place une stratégie qui leur a permis de rafler le plus grand nombre de députés et par la suite le plus grand nombre de conseils municipaux et communaux. Monsieur Souleymane, Jeunesse Talent 2016, est-ce que la jeunesse aujourd'hui, plus de 4 ans après, quelques mois de la fin, qu'est-ce que la jeunesse a gagné chez Patrice Talon? Je vous en prie, la jeunesse a largement gagné. Comment? D'abord, la plupart des postes aujourd'hui, dans l'appareillage d'État, c'est des jeunes qui l'occupent. Le ministre des Finances, le ministre de la Jeunesse, etc., etc., le ministre du Commerce, etc. Il y a beaucoup des cadres, des directeurs, Sogema, CNSR, etc. Mais parlons de l'emploi, là, c'est une minorité. Parlons de l'emploi de ces jeunes qui sont là. L'emploi, ça a été dit tout récemment, près de 80 000. Mais dans la réalité, près de 800 000. Pardon, près de 800 000, autant pour moi. Ça, ce sont des chiffres. Ce sont des chiffres. Mais vous savez, nous avions un président de la République qui parle peu, mais qui agit beaucoup et qui agit dans la discrétion. Et pour lui, son leitmotiv, c'est l'efficacité dans la discrétion. Oui, mais et de ce fait, cela va sans dire que quand il pose des actes,
quand il contribue au bonheur du peuple béninois, ce n'est pas quelqu'un qui fait de la démagogie ni de la propagande, mais qui agit et qui parle au moment où il faut parler. Et je pense que c'est le moment qui est arrivé et c'est ce qui lui a permis aujourd'hui d'aller toucher du doigt le bien-être de ce qu'il a pu faire pour le peuple béninois. Vous savez que selon toujours les statistiques de l'INSAE, le taux de chômage n'a pas changé sous Patrice Talon. Nous sommes autour de 4%. Non, mais je voudrais que vous puissiez m'apporter la preuve que l'INSAE confirme que le taux de chômage n'a pas eu une évolution significative. Donc, pour vous dire que est-ce que véritablement la jeunesse, les milliers de Béninois, de ces jeunes-là qui sont sans emploi, qui ont des diplômés, qui sont en train de dormir sur eux, est-ce qu'ils ont été satisfaits sous le régime de Patrice Talon? Sous le régime de la rupture, je pense que beaucoup de choses ont été faites pour ce qui est de l'amélioration des conditions de vie et de travail des jeunes. Vous savez, nous évoluons dans une dynamique où la demande en termes d'emploi croît. Et quand ça croît comme ça ne peut que agir sur le résultat. Et le résultat aujourd'hui, plus de 800 000 emplois créés en moins de 5 ans. Là, il faut nuancer. C'est de l'inédit. C'est de l'exceptionnel. Et quand vous voyez ça, vous devrez quand même applaudir et se dire que, attention, il y a un mieux-être qui a été fait et donc il faut encourager et continuer dans une dynamique qui puisse permettre pour que le quinquennat à venir, si vous nous accordez votre confiance, que nous puissions aller peut-être à 1 million, voire 1,5 million d'emplois créés pour le bonheur de la jeunesse. Donc, ne pensez pas que ce qui est fait est négligeable et qu'il faut mettre une croix de Saint-André là-dessus, chers amis journalistes. Alors, revenons à la diète 16. Je disais tantôt, par rapport à la réforme du système partisan, quelle a été l'attitude de ce mouvement? Parce qu'en son temps, il avait été demandé à tous les mouvements politiques qui soutenaient le président de la République de se mettre en bloc. La diète 16... Bien sûr que oui. La diète 16 a fait une déclaration officielle et devant l'opinion nationale et internationale pour déclarer qu'elle appartient désormais à un bloc, le bloc Union progressiste. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons plus fait autre déclaration pour dire que nous ne sommes plus de l'Union progressiste. Donc c'est dit que nous avions accompagné la dynamique de la réforme du système partisan. Mais vous créez après un autre mouvement? Non, nous avions créé un mouvement. Nous avons créé un autre mouvement. Pourquoi? Je vais être clair. Vous savez, j'ai dit que la réforme du système partisan est une très bonne réforme. Mais nous connaissons les Béninois. Depuis 1990 jusqu'à ce jour, aucun parti politique n'a pu faire porter un chef d'État au pouvoir. Donnez-moi un contre-exemple. En 1991, Soglo est arrivé au pouvoir sans la RB. C'est après qu'il a créé la RB. En 1996, Kérékou est arrivé au pouvoir avec les partis comme PRD, PSD, etc., etc. En 2006, Yahibouni est arrivé au pouvoir sans les FCBE. En 2016, le président Patrice Talon est arrivé au pouvoir sans l'Union progressiste, sans le Bloc républicain. Et donc, ce sont les mouvements, les partis entre griffes qui existaient, les partis traditionnels, qui se sont mis ensemble pour porter un chef d'État au pouvoir. Et la réforme visait à corriger tout cela? Non, la réforme visait à corriger tout cela. Mais comme je vous l'ai dit, les habitudes peinent à prendre du moment où il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Parce que quoi? Il y a des gens qui estiment que... Et nous venons de sortir des élections législatives, des élections municipales, où il y a eu beaucoup de déchirures. Et des déchirures, des gens qui peuvent se dire, moi je ne me retrouve pas au sein de l'Union progressiste, je ne me retrouve pas au sein du Bloc républicain, mais je me retrouve avec des amis avec lesquels je peux m'exprimer, je peux me faire entendre, et donc où j'ai de la possibilité de pouvoir être speed sur le terrain. Alors, vous aurez à constater que il y a quelques semaines, quelques mois, ce sont une floraison de mouvements qui ont commencé par voir le jour, qui ont commencé par susciter... Des jeunes se mettent à genoux... Non, vous savez... Demandez au président... Non, vous savez qu'il n'y a pas d'organisation sans
enfin, non, vous savez, des brebis galeuses. Mais si ces jeunes-là, ils avaient de l'emploi, ils avaient de quoi non. se satisfaire. Ils vont justement, se mettre à genoux pour demander qu'est-ce qui vous dit que ces jeunes-là n'ont pas d'emploi? Non, on a l'impression que... Non, qu'est-ce qui vous dit que, vous savez, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'organisation où il n'y a pas des brebis galeuses. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que le chef de l'État ne demande pas ça. Il n'a jamais demandé ça. Le président Patrice Talon, c'est un homme très effacé, un homme qui, comme je vous l'ai dit, l'efficacité dans la discrétion. Mais quelle est la discipline du groupe? Si nous parlons de la réforme des partisans, oui. Pendant que l'Union progressiste ne s'est pas encore officiellement prononcé, vous créez un mouvement déjà pour susciter ou pour dire que vous avez déjà... Mais est-ce que vous savez que le mouvement MTR, le mouvement Talon doit revenir en 2021, n'est pas de connotation politique bloc républicain ni Union progressiste? Pourquoi? Vous savez, je vous ai parlé des vieilles habitudes. Et nous ne pouvions, même si vous voulez sevrer votre enfant, votre bébé, il faut y aller de façon douce. Mais 4 ans, c'est beaucoup. Mais le système partisan a commencé par être rentré dans sa phase active quand? En 2018, 2 ans, moins de 2 ans. Vous pensez que déjà... La vision était là depuis 2016. Oui, la vision était là depuis 2016. Mais nous avions commencé par la mettre, la réforme du système partisan en 2019. Aux élections législatives de 2019. Je pense que oui. 2019, à ce jour, 1 an. 1 an, je pense que c'est un peu trop tôt pour continuer par dire aux citoyens, aux Béninois que c'est comme ça, certes. On garde les vieilles habitudes. Non, pas du tout. Comme je vous l'ai dit, quand vous voulez sevrer votre enfant, vous devez y aller de façon douce. Vous ne devrez pas chercher de façon brusque ou de façon brutale, pardon, à chercher à sevrer votre enfant. Il faut y aller de façon méthodique, de façon douce, de sorte que même si demain vous lui arrachez le téton, il puisse se dire, il ne puisse même se rendre compte que quelque chose a été fait. Et donc, je pense que nous sommes conscients que la réforme du système partisan est une très bonne réforme et que les grandes démocraties n'en sont pas arrivées en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans. Mais c'est des centaines d'années. Et si l'Union progressiste décidait de choisir notre candidat, qu'allez-vous faire? Vous qui vous êtes déjà dans une dynamique de talent de revenir en 2021, et si l'Union progressiste désigne notre candidat? Oui, vous savez, quand nous prenons ce genre de bloc, il y a des courants dedans. Il y a des courants dedans. Ce qui est sur la discussion aura lieu. Les échanges auront lieu. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas encore arrivés là. Est-ce que vous avez fait des échanges au niveau de l'Union progressiste par rapport à la candidature? J'avoue que je ne suis pas membre du bureau politique de l'Union progressiste. Vous êtes membre fondateur? Je ne suis pas membre du bureau national de l'Union progressiste. Certes, je suis membre fondateur, mais pour l'instant, en ma qualité de membre fondateur, je n'ai pas encore été approché pour ce genre de discussion et je ne saurais me prononcer sur ce sujet-là. Du moment où, sur ce plateau, je ne représente pas l'Union progressiste. Je ne représente pas le bloc républicain. Je représente le mouvement, la coalition des mouvements Talon doit revenir. Qu'est-ce que les responsables de l'Union progressiste pensent donc de ce mouvement que vous avez créé? Pour l'instant, je ne suis pas le seul à l'avoir créé. Étant membre de l'Union progressiste, il y a plein de leaders, membres fondateurs de l'Union progressiste. Vous ne créez pas des représailles? Des représailles par rapport à quoi? Du moment où, in fine, si tant est que l'Union progressiste venait à décider de soutenir le candidat Patrice Talon, trop de viande ne gâte pas la sauce. Et si elle ne le faisait pas? Attendons de voir. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Donc vous êtes convaincu que l'Union progressiste doit faire Patrice Talon? Ah non, je ne suis pas encore convaincu. Je ne suis pas convaincu, mais je ne suis pas aussi, je dirais, pour moi, c'est que d'une manière ou d'une autre, l'Union progressiste va se prononcer d'ici à là. Et donc, attendons que le choix soit fait. Et si le choix est fait, si vous voulez, vous pouvez encore m'inviter. On va opiner là-dessus. Oui. Selon vous, est-ce que l'Union progressiste pouvait faire autre choix que Patrice Talon? Ah, ça, je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que, comme je vous le dis, je ne suis pas ici pour parler au nom de l'Union progressiste. La réforme du système partisan, c'est vrai que dans les lois électorales, le législateur n'a pas été très clair sur la question, mais la logique aurait quand même voulu que désormais les partis politiques, en tout cas ces partis qui sont là aujourd'hui et qui se disent les grands partis du pays, puissent quand même désigner des candidats, puissent porter donc des candidats à la magistrature suprême. Mais avec ce qu'on est en train de voir à quelques mois de la présidentielle 2021, on risque donc d'avoir la même chose que 2016. Patrice Talon pourrait ne pas être porté par un parti politique.
Ben, vous savez, chers amis, une chose est d'établir les lois, les tests, mais une autre chose est de pouvoir faire l'évaluation pendant la phase d'application. Et donc, si tant est que il y a déjà un bloc, le bloc républicain, qui a déclaré oui à la face du monde, qu'il apporte son soutien. Avant lui, il y a eu Mouel Béné. Il y a le Mouel Béné aussi de mon ami et collègue Jacques Ayadji aussi, qui s'est prononcé, qui a publiquement demandé à ses militants de soutenir la candidature du président Patrice Talon. C'est dire quoi? C'est dire que il y aura d'autres partis du système partisan qui pourront eux aussi porter leur choix sur d'autres candidats. Vous avez vu ce qui se passe au sein des FCBE, où, selon les derniers écrits que nous avons lus sur les réseaux sociaux, ben, il y aura au moins 2, voire 3. On pourrait aller même jusqu'à 4 candidats au sein du parti FCBE. Là, ce n'est pas un modèle à copier par le Bloc républicain progressiste. Non, mais chaque organisation... C'est au sein des partis. Parce que là, chaque organisation politique sait comment manager ces instances pour qu'ils puissent véritablement arriver à choisir un candidat. Mais FCBE, qui ne soutient pas formellement le régime du Patrice Talon, se conforme, en tout cas, reste dans l'esprit de la réforme du système partisan. Et les partis qui sont censés porter la réforme, donc soutenir les actions du chef de l'État, sont carrément en marge de la réforme. Mais qu'est-ce qui vous dit que... Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Qu'est-ce qui vous dit qu'au sein de ces blocs qui soutiennent le régime de la rupture, le pouvoir de la rupture, est-ce qu'il vous dit qu'il n'y a pas eu des élections primaires? Est-ce que vous savez par quel mécanisme ils en sont arrivés? Patrice Talon est une candidature externe, c'est contrairement à ce qui se passe au niveau de FCBE. Bien sûr que oui. Est-ce qu'il est dit qu'au sein de l'organisation politique, ils ne peuvent pas choisir un candidat externe? Mais la logique aurait quand même voulu ça, la réforme. Vous l'avez dit tantôt. Oui. Depuis 1990, on n'a pas eu... La logique aurait voulu qu'on choisisse un candidat interne. Mais si, quand un parti naît, c'est qu'il aspire à diriger le pouvoir d'État. Oui. Et par conséquent, si vous estimez qu'en votre sein, vous n'avez pas un homme charismatique qui remplit les critères pour pouvoir véritablement fédérer tout le monde et permettre à ce que vous puissiez gagner et gérer le pouvoir d'État, il vaut mieux aller chercher ailleurs. Et quand on en arrive là, est-ce que ce n'est pas un échec? Ce n'est pas du tout un échec, pas du tout. Est-ce qu'il y a un article qui dit que forcément qu'il faut choisir en interne? Mais quand vous prenez un parti politique comme le Bloc républicain qui se dit grand, l'Union progressiste également qui se dit grand, et Mouel Béné aussi, né de la réforme du système partisan, qui n'arrive pas à retrouver un homme en leur sein pour gérer le pouvoir d'État, ça pose un problème. Mais ça peut arriver, je l'ai dit tantôt dans mon intervention, pour dire que il se pourrait qu'il n'arrive pas à trouver l'homme phare capable de fédérer toutes les énergies, de fédérer toutes les têtes fortes pour bien gérer le pouvoir d'État. Cela va sans dire que s'il en existe à l'extérieur, il vaut mieux aller le chercher. Il ne faut pas être trop égoïste et penser qu'on est capable de faire quoi que ce soit en interne, si tant est que les valeurs fortes qui permettent de pouvoir rassembler, qui permettent de pouvoir permettre de trouver l'homme capable de diriger le pouvoir d'État se trouve ailleurs, il vaut mieux aller là-bas. Le mouvement Talon doit revenir, a déjà choisi sans doute Talon. Mais bien sûr que oui. Est-ce que vous avez choisi alors le vice-président pour vous, ou vous avez choisi juste Talon et puis bon, vous allez dormir et puis vous... le vice-président n'est pas important. Non, nous y travaillons. Nous y travaillons. Et je pense que ce n'est pas sur ce plateau que je vais vous donner le nom de celui pour qui nous pensons pouvoir être capables de seconder le président Patrice Talon. Vous n'avez pas eu de difficulté à dire à la face du monde que ce Talon doit revenir en 2021. Mais qui vous dit que nous n'avons pas eu de difficulté? Vous savez depuis quand? Le vice-président ne doit pas être un problème. Est-ce que vous savez depuis quand nous étions en train de cogiter, de réfléchir toutes les stratégies que nous avons mises en place pour pouvoir en arriver à un consensus qui puisse nous permettre de dire que ce soit le président Patrice Talon qui puisse véritablement être en mesure de renouveler son mandat pour pouvoir continuer
pas exécuter les œuvres phares, les œuvres salvatrices qui permettent aujourd'hui aux Béninois de pouvoir vivre en paix, de pouvoir vivre heureux. Mais pourquoi vous pensez, vous prenez un long temps, vous pensez au président, et vous ne pensez pas au vice-président. Vous prenez encore une autre étape pour penser au vice-président. Non, mais nous devrions aller de façon progressive en y mettant la méthode, la bonne méthode. Est-ce que pour vous, c'est un homme ou une femme qui serait vice-président de... D'ici à là, nous, si vous nous invitez, ou je pense que vous allez pouvoir lire ça, comme vous avez eu l'occasion de le lire, à travers les canaux digitaux, les canaux Selon vous, est-ce que le nom ou le nom de la vice ou du vice-président que le MTA aurait choisi comme colistaire du président Patrice Talon. Est-ce que ce vice-président va provenir d'un parti politique ou va être encore quelqu'un qui n'est pas... Un oiseau là. Ce qui est sûr, je ne voudrais pas mettre la charrue devant les bœufs. Laissez-nous le temps, puisque la réflexion, elle est encore sur la table et les têtes fortes de la coalition du MTA sont en train d'y réfléchir. Et donc, je ne vais pas livrer des secrets sur votre plateau ici. Donc, d'ici à là, vous serez au courant, vous serez formé. Vous suscitez la candidature de Patrice Talon. Vous en faites même presque une obligation, alors qu'en 2016, il avait promis faire un mandat unique. Est-ce que vous ne le poussez pas à violer sa parole donnée? Je pense que cette question est la bienvenue. Elle est la bienvenue du moment où nous devions comprendre quelque chose. C'est vrai, le chef de l'État, candidat d'alors, avait parlé d'un mandat unique. Et comme j'ai eu à le dire dans mes propos précédents, vous savez, quand vous venez sur le terrain et que vous constatiez que, en réalité, ce à quoi vous vous y attendez n'était pas totalement ce à quoi vous aviez pensé. La gouvernance, ça se prépare. La gouvernance, ça se prépare, mais entre l'action, entre la réflexion et l'action, il y a un fossé. Et il faut y faire des ajustements. Et donc, tous les projets phares contenus dans le PAG, entrepris par le chef de l'État, au niveau de la santé, au niveau des infrastructures, au niveau de l'éducation, au niveau du social, au niveau de l'agriculture, etc., etc. Vous pensez qu'il va falloir les laisser à mi-parcours? Du moment où quoi? Du moment où quand le président Patrice Talon est arrivé... C'est 5 ans. On n'a pas élu quelqu'un pour qu'il fasse un projet à mi-parcours. C'est 5 ans le mandat. Mais justement, 5 ans, mais renouvelable une fois. Oui, mais vous savez d'abord que le contrat social avec le peuple, c'est 5 ans. C'est 5 ans, mais vous devez vous arranger. Mais le constituant... Vous devez vous arranger pour finir le premier contrat social. Lorsque vous n'exécutez pas bien ce contrat, on ne peut pas vous renouveler. Le constituant étant véritablement un homme averti, sachant et connaissant les réalités, se dit, attention, vous avez entrepris quelque chose, vous pouviez le terminer comme vous pouvez ne pas le terminer dans le délai. Et donc, vous aviez la possibilité de pouvoir continuer par exécuter ce projet-là. Et donc, si le président Patrice Talon est venu et qu'il a embrassé tous ces domaines qui constituent le noyau dur du développement de chaque nation, et donc notre pays, le Bénin. Vous pensez que par égoïsme ou par... parce qu'il est imbu de sa personne, il va dire, je m'en vais. Et que je laisse... Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que... Il avait mal apprécié. Non, même pas. Ça voudrait dire que... Cela voudrait dire que il serait véritablement traité d'un homme égoïste qui pense d'abord à lui, qui pense à sa vie, qui pense à ses intérêts qu'aux intérêts des concitoyens béninois. Et donc, vous pensez qu'être à la tête d'un État, c'est si facile? On s'use. Personne ne vous oblige. On s'use. Personne ne vous y oblige. Quand vous voyez la tête aujourd'hui de notre président, vous allez constater que les cheveux blancs ont augmenté. Ce n'est pas facile d'être au cœur de la gestion d'un pays, à la tête d'un État, et de penser au jour le jour à comment le dernier des concitoyens va pouvoir être... Est-ce que ce n'est pas une raison de plus pour lui de laisser la place... lui-même, il a dit laisser la place à une autre personne pour continuer le job. Mais
Je vous ai dit tantôt surtout que... avec tous ces cheveux blancs là. Je vous ai dit tantôt que si le président Patrice Talon était un homme égoïste, ce qu'il va manger, Dieu lui a déjà donné ça. Ce n'est pas au pouvoir qu'il a eu sa fortune. C'est un homme d'affaires, c'est un homme qui a su véritablement bâtir sa fortune grâce à son intelligence, grâce à ses actions, grâce à son dynamisme. Et il a voulu mettre ça au service du peuple béninois. Et quand il est venu, non, permettez que je finisse d'abord. Et quand il est venu, non, nul n'est heureux tout seul, cher ami journaliste. Et quand il est venu, vous avez vu tout ce qui s'est passé dans tous les domaines, je vous le dis. Le Bénin, qui était pratiquement 5e, 6e, voire 10e sur le plan de la culture du coton, est aujourd'hui premier. La Côte d'Ivoire, qui a connu l'asphaltage depuis plus de 20 ans, c'est aujourd'hui, il y a 2 ans ou 3 ans que le Bénin a commencé par connaître l'asphaltage. Et c'est pour la première phase d'abord. La deuxième phase qui va commencer très bientôt. Au niveau de la santé, vous avez vu tout ce qui se fait. Le plateau technique est en train de se renouveler au niveau des grands hôpitaux. Et des grands hôpitaux qui sont en cours de construction, d'autres déjà terminés. C'est de l'inédit. Est-ce que ce n'est pas du jamais vu. Est-ce que ce n'est pas de l'égoïsme de penser que l'argent qui a permis de faire tout ça là, ce n'est pas qu'on est allé chercher cet argent-là de l'extérieur. L'argent était dans notre pays. Oui, et c'était de l'argent qu'on distribuait à des hommes, à des compatriotes, qui les mettaient dans leur poche pour assouvir leurs besoins personnels. Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment le seul dans le pays qui puisse faire ce job-là? Est-ce que dans son entourage, dans la mouvance présidentielle, je n'ai jamais dit qu'il est l'homme le seul capable de le faire. Non, je ne peux jamais le dire. Et pourquoi il ne respecte pas? Pourquoi vous ne voulez pas qu'il respecte sa parole? Non, vous savez, après 5 ans? Il y a le faire, il y a aussi le faire. Quand vous commandez une mission à quelqu'un, vous dites à la personne, va me faire ce travail-là. Que vous-même, vous vous levez, vous allez faire le travail, il y a une différence. Je dis bien, il y a une différence. Vous avez vu, il fut quelque temps où le président Poutine avait laissé le poste de président à son vice-président. Et quand le vice-président a fini, il a repris encore le poste. Parce que, et quand il a repris, vous allez constater qu'il y a une différence. Ça, c'est clair. Quand vous-même, vous êtes au charbon, vous êtes au feu et que vous faites le travail, vous vous sentez plus responsable, plus engagé, plus déterminé à atteindre les objectifs. Or, quand vous voyez, par exemple, le président Patrice Talon, c'est un homme qui a du goût. C'est un homme qui aime du beau. Tout ce qui se fait dans le pays, on sent que c'est du propre. C'est du Nicolo à la limite. C'est dire quoi? C'est dire que ce n'est pas de ouïa-ouïa, ce n'est pas des choses qui sont faites juste pour... Vous parlez tantôt de ressources. Vous avez dit qu'il y avait l'argent là qu'on distribuait. Mais bien sûr que oui. Vous savez que le niveau d'endettement du pays, le Bénin ne s'est autant endetté sous les régimes, la gouvernance passée. Si tant est qu'on a fait beaucoup d'économies et qu'on a eu beaucoup de ressources, pourquoi on s'endette autant sous les régimes passés? Bien sûr que oui. Si nous avions une économie prospère, une économie crédible, une économie rassurante, c'est normal que les institutions internationales financières puissent nous accompagner. Si tout ce que vous faites, on sent qu'il y a de la transparence, il y a de la crédibilité, on sent que véritablement vous arrivez quand même à assainir les finances publiques. Vous aviez œuvré de sorte que et comment on appelle les deniers publics soient bien gérés par les cadres qui sont nommés à des postes de responsabilité et que chacun est responsable de ses actes. Cela va sans dire que les institutions internationales qui sont là, présentes sur notre territoire, qui font des évaluations, qui font des enquêtes et qui s'assurent que tout cela c'est bien fait, qu'il y a une transparence. Pourquoi ne pas accepter que ces institutions-là nous accompagnent? Et quand nous demandons 100 francs, c'est des institutions qui nous disent non, on ne va pas vous donner 100 francs, on va vous donner 150, voire 200 francs. C'est dire quoi? C'est dire que vous devriez, chers amis journalistes, vous être fiers aujourd'hui d'être béninois. Il y a 5 ans, quand vous dites béninois, ailleurs là, les gens disent, pardon? Et les gens ont même peur de se faire appeler béninois à l'extérieur. Mais aujourd'hui, appelez nos compatriotes qui sont à l'étranger.
Ils vous disent quoi? Mais c'est du jamais vu. Mais ce monsieur-là, on ne l'attendait pas sur ce terrain-là. Mais il nous a surpris positivement. Vous savez, l'autre question que les Béninois se posent, c'est où va l'argent emprunté? L'argent emprunté, chers amis, avec tout ce qui se fait sur l'ensemble du territoire, malgré la bonne foi du chef de l'État d'assainir les finances publiques, de faire de sorte que les impôts qui sont payés par tous les compatriotes béninois, vous pensez que c'est ça la chose qui peut servir à investir autant de milliards, que ce soit au niveau de la santé, de l'agriculture, au niveau des écoles. Les écoles aujourd'hui, la cantine scolaire, c'est du jamais vu. Il y a eu toujours Mais la cantine vous scolaire. êtes à Cotonou. Ah non, chers amis. C'est pas la première fois. La cantine scolaire. Non, mais la cantine scolaire, depuis quand? Dites-moi ça. Il y a la cantine scolaire. Jamais. Vous savez très bien que j'ai été un soutien de première du président, de l'ancien président Boni Yaye. Mais vous n'avez pas dit que sous Boni Yaye, il n'y avait pas la cantine scolaire? Non, il n'y en a pas eu. Je vous dis, il n'y en a pas eu. Je suis bien placé pour vous le dire. Il n'y en a pas eu. Mais aujourd'hui, c'est de la réalité. Et vous savez ce que vivent nos compatriotes dans les zones rurales. Cette histoire de cantine scolaire-là. Mais ça fait trop des heureux. Des enfants qui restent à jeun du matin jusqu'au soir. Alors que ce sont des enfants qui vont devenir des cadres, qui vont diriger ce pays demain. Et donc, si on ne les met pas dans de bonnes conditions, des centaines et de milliers de salles de classe qui sont en cours de construction, des centres de santé, etc., des plateaux techniques, je l'avais dit tantôt, qui sont en cours de rénovation. Mais c'est peut-être vous qui ne voyez pas que des choses ont beaucoup changé et que aujourd'hui le Béninois est heureux de se sentir bien chez lui, sécurisé. Au niveau de la sécurité. Vous avez vu les braquages? Il y a quand même beaucoup de cas de suicide. Vous avez vu les braquages? Non, laissez tomber. Non, écoutez. Non. Vous pensez que si quelqu'un a un problème avec sa femme, ou si quelqu'un a un problème avec, je ne sais pas, sa cousine, ou problème d'héritage, tout ça là, et que, ou bien si quelqu'un a un problème chez lui, et qui va commettre un suicide, il va se suicider. Donc, on dit que non, ne mélangeons pas les choses, chers amis. Parlons des choses concrètes, parlons de ce qui, des choses utiles qui pourront véritablement contribuer au développement de notre nation. Augmente, quand même, c'est pas une mais faites-nous, démontrez-nous qu'aujourd'hui, le nombre de cas de suicide dépasse celui des années antérieures. Non, quelles statistiques? On connaît, et c'est les Béninois. On se connaît. On sait que autant de, comme l'a dit Père à son âme, je dirais 20 000 emplois. Vous avez vu 20 000 emplois, vous? Mais il a défendu ça. Mais 800 000 emplois. Vous avez vu 800 000 emplois? Non, quand je dis... Vous défendez 800 000 emplois qu'on n'avait pas vus. Bien sûr. Non, jamais, chers amis. Je suis là, je suis au cœur de la gestion du pouvoir d'État du président Patrice Talon. Je sais ce qui se passe. Parce que j'ai intérêt à pouvoir savoir ce qui se passe pour pouvoir en parler à mes amis qui croient en moi. Vous savez que l'INSAE parle, par exemple, sur cette question de 800 000 emplois, parle depuis de 500 000 emplois dans le secteur informel. Parce que, bon, il y a eu des chantiers, il y a eu ici ou ça. Mais lorsque vous créez des emplois informels, vous dites, quand un institut comme l'INSAE fait un bilan, parle de 800 000 emplois et puis de 500 000 dans le secteur informel, quelle fierté vous ressentez? Vous pensez que... Et en plus, vous pensez que ces compatriotes qui travaillent sur ces chantiers-là ne vivent pas mieux? Vous pensez que pour eux, ce n'est pas un mieux-être? Cela ne leur a pas permis de régler des problèmes sociaux, des problèmes de santé, des problèmes d'éducation pour leur enfant. Mais qui vous dit que temporaire? Aujourd'hui, il y a des chantiers qui durent depuis bientôt 4 ans, voire 5 ans. Et ces gens-là travaillent là. Et mieux. Je vais plus loin pour vous dire que quand ces entreprises finissent sur ces chantiers-là, ils gagnent d'autres chantiers sur lesquels le même personnel est redéployé. Bien sûr que oui. C'est pas toujours le cas. Bien sûr que oui. Je suis au ministère des Infrastructures et des Transports. Je sais comment ça se passe. Je vis ça. Et je sais que quand les entreprises qui gagnent les marchés finissent sur un chantier, le chef de l'État, vraiment, je ne sais pas, mais ce monsieur me séduit. Il me séduit parce que la plupart des chantiers qui sont lancés finissent à bonne date et il y a la qualité. Aswata n'a pas encore fini. Le délai de livraison de la première phase est dépassé. Non. Dites-nous, tout est parfait sous Patrice Talon?
Est-ce que tout est parfait sous le régime Talon? Bon, vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez reprocher s'il y a des choses à corriger? La perfection n'est pas de ce monde. Mais quand on fait l'évaluation, chers amis, oui, on constate et on se rend compte que ce qui se fait aujourd'hui, c'est de l'inédit. Et c'est de l'inédit. Il vaut mieux, si tu as ta femme qui est belle, qui a reçu une bonne éducation, qui s'occupe bien de toi à la maison, qui s'occupe bien de tes enfants, qui respecte ta famille et qui véritablement certes, elle a quelques petits défauts. Quels sont ces petits défauts? C'est ça, elle a quelques petits défauts qui sont insignifiants. Il vaut mieux. Vous préférez fermer les yeux sur ces petits défauts? Bien sûr que oui, il faut faire la balance. Mais il faut en parler pour améliorer. Non, mais il faut en parler, Là, il faut en parler. Non, si vous souhaitez que Patrice Talon revienne en 2021, sans doute, il y a eu des choses à corriger. Parlez-nous de ce que, s'il revenait, ce qu'il faut corriger. Par exemple, mais si ce qu'on doit corriger est totalement minime, insignifiant, véritablement, j'ai dit insignifiant, sans... Ça veut dire que tout est parfait. Non, je n'ai pas dit que tout est parfait. Je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire. Mais je vous dis que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Et le président lui-même, il a reconnu que si tant est que nous sommes là et que nous avons fait des choses, nous avons fait de très très bonnes choses, nous avons fait de bonnes choses, mais ce qui est sûr, il y a eu quelques erreurs. Et avec le temps, on va faire l'évaluation. Non, mais je vous dis que le cadre n'est pas approprié peut-être pour en parler. Et mieux, je vais plus loin pour dire que si tant est que ces choses-là n'ont pas d'incidence majeure sur ce qui a été fait, pourquoi en parler? Est-ce que Patrice Talon est un dieu? Mais je vous l'ai dit, il n'est pas un dieu. C'est un être humain. Le Bénin veut savoir si vous, en tant que membre de la mouvance, vous estimez que l'homme du départ doit revenir en 2021. Sans doute qu'il y a des choses que vous avez envie de suggérer. Bien sûr que oui. Mais le cadre dans lequel nous allons nous retrouver, ou l'instance, le cadre dans lequel nous allons nous retrouver pour pouvoir faire cette discussion, quand ce cadre-là voit le jour où on se retrouve, on en parle. On en parle. Mais si tant est que c'est des choses minimes, insignifiantes, qui n'ont pas, en quelque sorte... c'est vous qui appréciez, comment on appelle? C'est vous qui estimez que c'est minime. Qui n'agissent pas sur le commun, le vécu des Béninois. Non, parlez-nous de ces choses-là et puis nous allons ensuite voir si elles sont minimes. Je pense qu'il vaut mieux oublier ça et évoluer, mais tout en essayant de corriger cela. La réforme du système partisan a entraîné des morts. Vous pensez que c'est une tâche noire insignifiante? Tu as entraîné quoi, cher ami? La réforme du système partisan, ça a entraîné des morts. On a vu les législatives de 2019 avec l'exclusion. En tout cas, il y avait quand même certains partis politiques, notamment de l'opposition, qui ont estimé qu'ils ont été exclus. La violence électorale... Est-ce que vous saviez que la loi électorale qui a permis de mettre en place le système partisan, que ce sont les députés FCBE qui étaient là, qui ont voté cette loi? Est-ce qu'ils ont voté? En son temps, ils avaient boudé cette loi-là. Non, mais aujourd'hui, le président de la République... Ils l'ont voté. Ce sont eux-mêmes qui l'ont voté. Le président même a reconnu, dans une mesure donnée, que cette réforme, en tout cas législative, ont entraîné des morts. Il a même demandé pardon sur le terrain. Vous pensez que tout ça, c'est une tâche noire? Vous savez, est-ce que demander pardon, c'est parce que forcément... on se reproche quelque chose, on pense avoir mal fait qu'on demande pardon? Comment on demande pardon? Pourquoi? Il demande pardon pourquoi? Mais on peut demander pardon si tant est que ça peut permettre à chacun même si ce dernier a tort, de comprendre que allons évoluons. Non, c'est de la mauvaise foi. Non, ce n'est pas de la mauvaise foi. Ce n'est pas de la mauvaise foi. Chers amis journalistes, vous savez, en 1990, quand nous étions allés à la conférence nationale, quand le peuple béninois a été convié à la conférence nationale des forces vives de la nation, le président Kérékou, paix à son âme, avait demandé pardon pour dire que nous ayons fait des choses, que nous n'ayons pas fait des choses, nous vous demandons pardon. Non, mais non, vous n'avez pas dit que sur la révolution, il n'y avait pas eu des gens qui ont été sévèrement punis pour leur opinion politique. Donc, le président Kérékou avait des raisons de demander pardon au peuple béninois. Et donc, Patrice Talon, sans doute, a des raisons de demander pardon. Il a des raisons. Non, mais il a des raisons de demander pardon juste pour que chacun comprenne que ce n'est pas facile de diriger un pays. Et de deux, que on ne peut pas faire aussi des omelettes sans casser des œufs.
Au fond, dites-nous. Et donc, ces morts que nous avons enregistrées après la mise en œuvre de... C'est insignifiant, c'est minime. Vous savez, il va falloir que nous comprenions que nous ne pouvons plus évoluer comme nous avions l'habitude d'évoluer dans le désordre. Et comme l'a dit le président de la République, dans la pagaille. Parce que c'est quoi? Le Béninois ne connaît pas ses droits, ne connaît pas aussi ses devoirs. Il va falloir quand même qu'on commence par se rendre compte que les choses ont changé. Et si les choses ont changé, chacun se doit de jouer sa partition. Les milliards qui sont investis aujourd'hui pour réaliser des travaux d'asphaltage, repartir encore sur ces voies-là pour voir. Des gens viennent exposer des marchandises. Des gens viennent faire qu'on appelle des feux de bois là. Des gens viennent faire du désordre. Des gens, c'est-à-dire tout un désordre bien organisé et les gens se sentent à l'aise. Les résidus de marmite là, les gens viennent jeter ça pour boucher les caniveaux. Quand vous voyez tout ça là, alors que c'est l'argent du contribuable et les prêts que nous avions consentis qui ont permis de réaliser ces travaux-là. Et du moment où c'est des citoyens peut-être qui n'ont pas payé d'impôts, qui se foutent pas mal de ceux qui se sont sacrifiés pour qu'on puisse avoir ces fonds-là, chacun doit assumer sa responsabilité aujourd'hui. Et vous aurez à constater que depuis que le président Patrice Talon est arrivé, bientôt 4 ans et demi maintenant, vous aurez à constater que chacun a peur à son niveau de ne pas tomber sous le coup de la loi. Il faut installer un régime de peur? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Parce que chacun commençait par se rendre compte que, attention, ce que j'avais du plaisir à faire dans le désordre, dans l'anarchie, et narguer tout le monde, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Quand même vous voulez donner de l'argent aujourd'hui à un policier, 1000 francs ou 2000 francs, le policier a tellement peur. Alors qu'il y a quelques années, ce n'était pas le cas. On vous imposait même ça. Aujourd'hui, est-ce que les barrières des policiers existent encore? Mais après, vous ne voyez plus. On sait aussi la conséquence, les braquages. Non, quel braquage? Je vous ai dit qu'aujourd'hui, en matière de sécurité, nous dépassons largement les attentes. En matière de sécurité. Vous pouvez aujourd'hui mettre votre moto devant votre chambre et être fier que quelqu'un ne va pas venir le voler. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Nous parlons de sécurité. Que pensez-vous des exécutions sommaires? Exécutions sommaires où? Et quand? De plus en plus, la police... Vous savez, je vous l'ai dit qu'il n'y a pas... Ces dérives-là, on les a constatées aussi dans les régimes précédents. Dans les années précédentes aussi, on les a constatées. Ce n'est pas une exclusivité du régime de la rupture. Donc c'est normal que la police débarque. Ah non! Non, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut débarquer sans qu'il y ait un mandat d'arrêt ou un mandat de perquisition? Vous êtes informé, vous parlez tantôt des exécutions sommaires. Qui a parlé des exécutions? Moi, non. Mais je vous dis que... Vous justifiez le fait? Non. Mais donnez-moi un exemple. Donnez-moi un exemple. Mais ce que vous constatiez, on peut constater aujourd'hui, c'est quoi? C'est que chacun répond de ses actes. De deux, la sécurité, véritablement, est devenue une réalité. Et les populations dorment mieux, vivent mieux et ne se sentent plus véritablement... n'ont plus peur. Mais la police n'est pas au repos. Pratiquement tous les jours, il y a des arrestations, des braquages. Non seulement il y a des prises d'otages. Est-ce que vous avez vu... Des prises d'otages aussi, on en a eu. De plus en plus. Vous avez vu le mécanisme... on n'a jamais vu ça, c'est historique aussi. Vous avez vu le mécanisme qui est mis en place aujourd'hui. Je ne suis pas un expert ou un spécialiste de la sécurité, mais ce que je dis, c'est le profane qui vous parle par rapport à ce qu'il a vu, ce qu'il constate. Quand vous prenez le corridor Cotonou et Nati Tengu, ou Cotonou, Parakou, vous allez constater qu'il y a des policiers qui sont dans leur bus, dans leur pick-up, qui circulent ou qui garent. Et dès que vous vous arrêtez en même temps, ils viennent vers vous. Mais ça, c'est un contrôle pour vous assister. C'est un contrôle de routine. Pour vous assister. C'est un contrôle de routine. Vous avez un problème, en quoi pourront vous être utiles? Et vous vous sentez à l'aise. Au-delà de ces parce contrôles de routine. Il suffit que vous puissiez... Vous savez qu'en son temps, ces pick-up servaient à transporter des sacs de charbon, à transporter... On n'a pas ces éléments. Aujourd'hui, on en voit quelques-uns encore, des véhicules de l'administration sur des terrains de cérémonie ou autres. Oui, des véhicules de l'administration, ça dépend. Il y a des véhicules de fonction. Il y a des véhicules de service.
Si le monsieur, il est un directeur général et qu'il a droit à un véhicule de fonction, vous voulez qu'il ne sorte pas avec son véhicule de fonction? Parce qu'à tout moment, pour aller gérer des problèmes personnels. à tout moment, étant là, on peut l'appeler pour une mission urgente. Donc il faut qu'il ait son véhicule de commandement. Mais parlant de sécurité, je vous posais la question. Vous faites c'est pas, vous faites semblant de ne pas suivre la question. Mais je vous écoute. Parlons de sécurité. Oui. Je dis, depuis un moment, il y a beaucoup de prises d'otages, malgré ces véhicules qui écoutez, qui font prise d'otages, c'est aussi historique. Le Bénin ne connaissait pas ça. Oui, prise d'otages. La sécurité est parfaite. Non, je n'ai pas dit que la sécurité est parfaite. Mais puisque l'insécurité et l'insécurité zéro aussi n'existe pas. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? Vous voyez ce qui se passe au niveau des pays du Sahel. L'Algérie, le Mali, et le Burkina à côté. Où là, c'est carrément des tueries. Le terrorisme. Le terrorisme, pour ne pas le dire de façon directe comme ça. Et donc, nous sommes frontaliers à ces pays-là. C'est pas nouveau, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, mais ça a pris d'ampleur. Ça a pris d'ampleur. Ça a pris d'ampleur. Est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui, dans la plupart des hôtels burkinabés, que les gens ont peur d'aller se loger dedans? Donc cela justifie le fait que chez nous, ne pouvons plus... Non, mais si de temps en temps, puisque nous avons des frontières poreuses, chers amis. Et donc la sécurité nationale n'est pas... Et que nous sommes... Garantie. Non, mais est-ce que vous pensez que derrière chaque Béninois, on doit mettre un policier ou on doit mettre un militaire? Non, chers amis. Je dis, il faut véritablement applaudir le mécanisme de sécurisation du territoire qui est mis en place aujourd'hui. Vous avez vu qu'il y a eu des évasions à la police, à la prison civile de Misérité. Le militaire qui s'est évadé, en moins de 48 heures, on est arrivé à le mettre la main dessus. C'est un exploit. Il faut reconnaître quand même que le mécanisme d'identification, de sécurisation du territoire national a véritablement beaucoup évolué. Et c'est à l'actif du régime de la rupture et par ricochet des cadres de la police nationale et de la police républicaine, qui font un travail formidable. Moi, je ne suis pas, je vous ai dit, je ne suis pas un expert de la police ni de la sécurité, mais je ne fais que dire ce que je vois. Et il faut applaudir et demander qu'on aille encore le plus loin que ça. M. Suleiman Naimi, le président de la République, à quelques mois de la présidentielle, il n'a pas encore annoncé sa décision. Sera-t-il ou non candidat? On ne le sait pas encore, mais il a quand même décidé d'aller sur le terrain, de rencontrer ses compatriotes. Tournée de reddition de comptes ou campagne présidentielle déguisée? Je pense que s'il ne le faisait pas, nous allons l'y obliger de le faire. Parce que quoi? Vous savez, en son temps, dans les régimes précédents, nous étions habitués à des tournées propagandistes des chefs d'État, du chef de l'État qui est là, qui profitait de tout, même des poses de première pierre. Même si on veut construire une toilette, on va faire la pose de première pierre. Et quelques années après, on voit que la pierre même disparaît parce que c'est la brousse qui prend le relais. Mais aujourd'hui, le président Patrice Talon a délégué une partie de ses pouvoirs à ses collaborateurs qui, pendant 4 ans et demi, ont fait un travail formidable. Et donc, vu qu'il y a des corps de contrôle qui existent, qui lui rendaient compte, cela va sans dire que lui-même, il puisse continuer par faire confiance à ses collaborateurs. Tout est beaucoup plus centralisé maintenant, au palais que... À la veille de la fin de son mandat, de son premier quinquennat, cela va sans dire qu'il puisse véritablement aller sur le terrain. Par rapport au compte rendu qu'on lui a fait, par rapport à tout ce qu'il a entendu, par rapport aux images qu'on lui a montrées, qu'il puisse véritablement aller dire oui. Le mécanisme de gestion de la chose publique aujourd'hui, voilà ce que moi, j'ai voulu expérimenter. Parce que les tournées présidentielles, c'est de l'argent. C'est de l'argent du contribuable. Et si chaque année, chaque mois, le chef de l'État doit aller sur le terrain, alors qu'on pouvait prendre cet argent-là pour faire autre chose, construire des écoles, construire des centres de santé. Obligé de faire chaque une tournée. Vous voyez en France, aux États-Unis, quand il va sur le terrain, n'attend pas la fin du mandat. C'est pour mieux encore expliquer
aux compatriotes béninois des malentendus. À la fin du mandat, à 5 mois d'une élection présidentielle. Bien sûr que oui. C'est mieux que ce qui se faisait dans les années antérieures où le président de la République, chaque semaine ou chaque mois, descend sur le terrain. Sur le terrain, il a dit à plusieurs fois qu'il regrette de n'avoir pas été très tôt sur le terrain. Et il constate également qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites dans certaines localités. Non. Peut-être que nous ne sommes pas dans le même pays, cher ami. Oui, mais cette déclaration, on suit ça depuis moi, j'ai suivi, vous savez, j'ai intérêt et j'ai suivi. À Tchaourou, par exemple, il a reconnu qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites et que c'est peut-être parce que le temps n'est pas encore arrivé. Il a même promis qu'il va signer un contrat et celui qui va le succéder va devoir mettre l'accent sur le développement de Tchaourou. Bien sûr que oui, vous savez, on ne peut pas tout faire en un quinquennat. Je l'avais dit dans mes propos précédents. Mais vous savez aussi que le chef de l'État, c'est le père de la nation et quelqu'un qui est à l'écoute de son peuple. Et parmi les enfants, il y a toujours un enfant qui va dire que ce que j'ai eu là, vraiment, je n'ai rien eu. Alors qu'il a eu le gros lot. Je dis bien, alors qu'il a eu le gros lot. Mais il se plaint toujours pour dire que ce qu'il a eu là, il est un éternel insatisfait. Et par conséquent, en tant que père de la nation, il faut chercher à le calmer. Et même si c'est juste un plus, tu lui donnes pour le calmer. Parce que, au-delà de tout, c'est lui qui répond aux besoins de tous les, compatriotes. Cela va sans dire que s'il va à Tchaourou et que les populations se plaignent et que lui-même il fait l'évaluation, il dit, bon, ok, si on peut leur donner encore un peu plus, pourquoi ne pas le faire? Du moment où Tchaourou n'a jamais été épargné, ni exclu des réformes dans tous les domaines. Mais ce n'est pas parce que l'ancien président Yaïboni fait de Tchaourou que le président Patrice Talon a exclu Tchaourou du plan de développement de la nation. Bien au contraire. Allez aujourd'hui sur la, comment on appelle, à Banikwara. La question fondamentale. Allez dans les grandes villes du Bénin, surtout le Bénin profond, chez moi là-bas. Mais c'est de l'inédit. C'est du jamais vu, ce qui est fait là-bas. Visiblement partout, c'est du jamais vu partout. Bien sûr que oui. Non, mais je vous dis, en termes de réalisation des infrastructures routières, parce que je suis là, je vois ce qui est fait. En termes de construction des centres de santé de zone, en termes de réalisation au niveau de l'agriculture. Du jamais vu partout. Mais la question, c'est de l'inédit. La question, à 5 mois d'une élection présidentielle, oui. Est-ce que la question que les Béninois se posent, est-ce que véritablement, il faut être élu, rester dans un palais doré à Cotonou et attendre? Qu'est-ce que vous dites que le palais doré? Non, mais vous savez qu'on a réhabilité le palais. Non, le palais a été réhabilité, cela va sans dire que c'est normal que là où on vit, parce que le temps que nous passons dans nos bureaux dépasse largement le temps que nous passons à la maison. Nous parlons quand même du palais de la Marina. Oui, le palais de la Marina. Ne dites pas que c'est doré, que ça a été... Vous restez dans votre palais doré à Cotonou. Non, mais quand même, cher ami, ne dites pas ça. Et à 5 mois, ne dites pas ça. Et à 5 mois de la fin du mandat, vous entamez une tournée. Qu'est-ce que vous pouvez véritablement corriger à 5 mois de la fin du mandat? Qu'est-ce qui vous dit qu'on est allé sur le terrain pour corriger ce qui... Mais quand on constate des choses à corriger... Mais bien sûr que oui, mais est-ce que vous pensez que de Cotonou, avec tous les corps de contrôle qui existent, le chef d'État n'est pas au courant et qu'au fur et à mesure que les choses se passent sur le terrain, les choses ne sont pas corrigées? Vous pensez que c'est ça? Vous savez qu'au cours de la tournée, il a encore fait des promesses, il a fait certains constats. Ce qui est normal. Ce qui est normal, parce que c'est quoi? Ce qui est normal, c'est quoi? Parce que vous travaillez pour une population. Vous avez votre programme d'action du gouvernement avec des projets phares et des projets secondaires. Vous les avez réalisés. Mais au même moment, le peuple vous dit, ou une partie du peuple vous dit, moi, si vous nous faites ça là, ça va nous faire encore beaucoup plus plaisir. Je vous donne un exemple concret. Monsieur Naimi, c'est normal qu'il puisse dire, ok, si vous voulez ça, nous allons l'intégrer et vous le réalisez. Je vous donne alors... Dire que c'est parce que ça devait être fait, ça n'a pas été fait et qu'il a promis refaire. Je dis non. Monsieur Naimi, je vous donne un exemple concret. Nous sommes à 6 mois de la présidentielle. Oui. Nous avons un blocage
de fait la question du parrainage. Le chef de l'État va demander pardon, par exemple, à Tcharo, au cours de son truc, par rapport aux violences électorales survenues du fait de l'exclusion par rapport aux il n'y a pas eu exclusion. Je vous dis qu'il n'y a pas eu exclusion. Nous allons au même moment. Je vous dis qu'il n'y a pas eu exclusion pour les élections. Dans la même circonstance. Nous sommes toujours dans la même situation parce que les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets. Comment? Pour demander pardon à Tcharo, mais il n'y a pas il a demandé pardon comment? Il a demandé pardon comment? La présidentielle soit non, ouverte. Il ne faut pas sortir le pardon de son contexte, de la manière dont ça a été. Dites-nous comment les élections, la présidentielle peut être une élection ouverte pour éviter ce que nous avons connu en 2019. Je vous Quand dis, nous savons que tous les élus qui sont à même en 2019, sont de la mouvance. En 2019, ce sont les partis politiques de l'opposition qui ont voulu, qui se sont auto-exclus. Et en 2021, je vais plus loin pour dire que c'est toujours le mécanisme de désordre, de pagaille que nous avions l'habitude d'organiser dans les années antérieures, qu'on a voulu encore rééditer, mais attention. 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne passe pas à tous les coups. Les élus sont tous de la mouvance. Et quand eux-mêmes, ils se sont auto-exclus, ils ont constaté qu'ils ont été les plus perdants. Mais pour les municipales, est-ce qu'ils se sont encore auto-exclus? Non. Parlons de la présidentielle. Ils se sont mis dans la dynamique pour dire attention. Au finish, c'est encore nous qui allons perdre. Parce que nous avons pensé que en s'auto-excluant, nous allons bloquer le processus des élections législatives. Ah, mais non. Deuxièmement, maintenant, pour les présidentielles, le chef de l'État a été clair. Il a dit que ça va être des élections inclusives. Et comment Bien sûr que on sait que tous les élus sont de la mouvance. Quel élu? Les 16 qu'il faut avoir, les 16 parrains qu'il faut avoir pour aller à cette élection sont de la mouvance. Est-ce qu'il est dit que les députés, pardon, les maires et les députés qui vont parrainer le candidat aux élections présidentielles viendront forcément de la mouvance? Allez voir ce qui se passe en France. Mais vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu que vous ne constatez pas que il y a un élu, comment on appelle, républicain, qui parraine le Front National de Le Pen. Ça, c'était une autre circonstance. Non, ce n'est pas une autre circonstance. Non, c'était dans une autre circonstance. Parlons du Bénin. Et dites-nous comment un opposant qui veut être candidat va être à la merci des élus de la mouvance. Il faut aller quémander des élus. Vous avez suivi récemment l'honorable Odin Ladati au ministère des Affaires étrangères qui disait que pour lui, la condition pour parrainer un candidat d'opposition, c'est voir dans son projet de société, est-ce qu'il a mis par exemple que lui va réintégrer la grève. Ça veut dire donc que ces élus de la mouvance, chacun donc aura ses conditions pour parrainer quelqu'un. Ça à partir de ce moment-là. Non, n'écoutez pas ce que l'honorable Odin Ladati a dit. Il n'y a pas que Odin Ladati, beaucoup de mouvanciers ont parlé. N'écoutez pas ce que l'honorable... L'opposant est à la merci des élus de la mouvance. Non. Une élection inclusive. Non, vous pensez que... Et comment on appelle? La femme qui vous dit, ou bien l'aveugle qui vous dit qu'il va vous jeter la pierre. Posez-vous la question de savoir si la pierre ne se trouve pas déjà sous son pied ou dans sa main. C'est parce qu'il est convaincu qu'il a déjà la pierre quelque part et qu'il est en mesure de vous jeter la pierre, qu'il vous met en garde pour dire « je vais vous jeter la pierre ». Et donc, c'est pour vous dire quoi? Si aujourd'hui, au niveau des FCBE, il y a, pour les primaires, il y a au moins 4 à 5 candidats déjà qui se dessinent. Ils sont en train de prendre des dispositions par rapport à quoi? Pour aller aux élections présidentielles. C'est parce qu'ils sont convaincus qu'ils auront des élus qui vont parrainer ce candidat. Je vais plus loin. Aujourd'hui, le parti les démocrates, qui est en train de demander qu'on leur accorde le récépissé de leur existence, c'est tellement qu'ils vont présenter un candidat. Le candidat qu'ils vont présenter, s'ils ne sont pas convaincus qu'ils auront le parrain. Nous les avons reçus. Ils n'ont pas de... Vous pensez que... Ils réclament le verrou du parrainage. Vous pensez que c'est pour les beaux yeux? Non, les démocrates demandent à ce qu'on sorte le verrou du parrainage. Bien sûr que oui. Parce que justement, c'est normal. C'est normal qu'ils puissent le demander. Mais je dis que c'est toujours les députés de FCBE, les députés qui étaient là avant que le président Patrice Talon arrive, qui ont voté ça. Mais quel est le sens du pardon quand vous savez que nous courons les mêmes risques pour 2021? Vous demandez le pardon par rapport au fait de non, 2019. Le pardon a été demandé. Par rapport au fait finalement, le pardon a été dit dans quel contexte? Que comprendre du pardon du chef de l'État?
Le chef de l'État a dit qu'il y a eu des violences au cours des élections législatives. La République a pardonné. Le peuple a pardonné. Les institutions ont pardonné. Nous vous demandons à vous aussi de pardonner. C'est tout. C'est tout. Pas plus. Il a dit, la République a pardonné. Les institutions ont pardonné. Le peuple a pardonné. Nous vous demandons à vous aussi de pardonner. Oui, ça veut dire que c'est une demande de pardon. Non. Ça dit, c'est un système pour dire, ou un mécanisme pour dire que oublions tout ce qui s'est passé. Comment on peut oublier? La question n'est pas là. La question c'est, on peut oublier alors qu'on sait que d'ici quelques mois, nous sommes près d'une échéance où personne n'est reçu de rien, puisque tous les élus qui doivent parrainer des candidats d'opposition sont de la mouvance. Et donc, on est dans une situation du genre, quelle est l'utilité? Est-ce que vous savez que, qui vous dit que, nous sommes toujours dans la même situation. Qui vous dit que tous les élus qui sont là sont de la mouvance? Mais les 16, il faut 16. Il faut 16 élus. Oui. Et puis, FCB n'a pas 16 élus. Non. Donc, ça veut dire que... Qui vous dit que... C'est pourquoi je vous pose la question de savoir qui vous dit que les élus qui sont là sont de la mouvance. Bon, dites-nous les 16 élus qui sont de l'opposition, alors, parce que peut-être que nous l'avons... Vous pouvez être élu... Vous pouvez être élu sur des maires, des députés. Oui, vous pouvez être élu sur une liste de la mouvance, hein, et voter pour... il faut parrainer une liste de l'opposition. Du moment où... Bien sûr que oui. Est-ce qu'on n'a pas vu des députés de la mouvance voter pour les députés pour des projets de loi de l'opposition dans ce pays? Comment on peut comprendre ça? Vous êtes de la mouvance présidentielle. Oui. La mouvance présidentielle a un candidat. Vous parrainez un candidat de l'opposition et vous revenez soutenir donc le candidat de la mouvance. Est-ce qu'un problème ne se pose pas? Oui, c'est un problème d'éthique qui se pose. Un problème d'éthique ou bien on veut juste éviter une élection présidentielle? Je vous ai donné l'exemple de la France où on voit un élu et républicain qui parraine un candidat de Front National. Le problème d'éthique se pose pourquoi? Le problème d'éthique se pose parce que peut-être le choix qui a été opéré au sein de ce bloc ne reçoit pas l'assentiment de tout le monde. Si le choix convenait à tout le monde. Attendons de voir ce qui va se passer. La discipline de groupe, même si le choix ne convient pas à tout le monde est obligé de suivre la ligne du parti. Pas forcément. Pas forcément. Parce que chacun sait le pourquoi il est allé parrainer ce candidat. Il a certainement des raisons valables, profondes, qui l'ont poussé à se dire, celui-là, je vais le parrainer. Si vous étiez un élu, est-ce que vous avez Parce que peut-être que dans sa circonscription ou dans sa commune, ses mandants lui ont dit, mais pour nous là, voilà celui pour qui nous pensons que tu peux apporter ton soutien. Nous avons le professeur Joël Aïvo qui parcourt plusieurs localités déjà. Que pensez-vous de cette candidature? Est-ce que cette candidature, par exemple, mérite le parrain? Que pensez-vous de cette candidature qui se dessine? Mais le professeur Joël Aïvo a décidé de sillonner, de parcourir toutes les communes du Bénin, d'aller au contact de la population. Vous savez, nous sommes dans une démocratie multipartiste. Et donc, c'est normal que des concitoyens béninois puissent se dire qui apporter une autre façon de diriger, une autre façon de gérer le bien public. Et donc, c'est une très bonne chose. Pourquoi s'en offusquer ou bien pourquoi ne pas... Que pensez-vous de cette candidature? Est-ce que si vous étiez un élu, est-ce que vous pensez que il pourrait apporter une alternative crédible en 2021? En 2021, je pense que lui-même sait qu'il est dans une balade futuriste. Comment? Oui, comment? Parce que, vous savez, lui-même, dans son âme et conscience, il est convaincu que ce qui se fait aujourd'hui, c'est du beau, c'est du propre. Il est convaincu que... Vous êtes rentré dans son âme pour faire cette lecture? Non. Qui dépasse nos compétences physiques? Non. Je dis, il est conscient que, à travers le bilan positif, au-delà même des attentes des compatriotes béninois, il est convaincu et conscient que il ne peut que apporter,
ces idées pour permettre à ce qu'il y ait un mieux-être. Parce que quand vous êtes au pouvoir, vous n'êtes pas censé détenir la science infuse. Et même dans ce que l'opposition dit, vous pouvez puiser de bonnes choses pour pouvoir parfaire la gestion de votre pouvoir. Oui, mais son message fort, c'est la restauration de la démocratie. Mais vous pensez que la démocratie est menacée aujourd'hui? C'est pas nous qui le pensons, c'est plusieurs rapports. Vous avez vu récemment le rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme. Ben comment? Oui, le rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme. Retiré des pays, par le droit des pays d'origine sûre. Vous avez vu également. Si des gens ont détourné ou ont pillé les deniers publics et qu'ils vivent, comme on appelle, dans des palais luxueux à l'étranger, et qui se font passer pour des exilés, je pense que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quand même curieux que nous ayons tous ces exilés-là, politiques à l'extérieur, que tous ceux qui... Mais que ce soit est-ce que c'est le président de la République? Vous savez que nous avions le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire. Si le pouvoir judiciaire prend ses responsabilités et que ceux-là fuient, ils disparaissent. Parce qu'il y a d'autres qui sont dans le pays, qui tirent à boulet rouge sur le régime en place, mais qui ne sont pas inquiétés. Le président, l'honorable Azanaï, il n'y a pas ce jour-là où lui ne cesse pas de tirer de façon frontale sur le régime en place. On sait qu'il a été partisan de première. Mais est-ce qu'il a inquiété? Même pas. Il y a d'autres, comment on appelle, d'autres députés, comment on appelle, Léon Basile Arossi. C'est des gens qui tirent à boulet rouge sur le régime en place. Mon ami Eric Oundeke, il ne cesse pas de tirer à boulet rouge sur le régime en place. Est-ce qu'ils sont inquiétés? Non. Si vous touchez au deniers public et que le pouvoir judiciaire veut voir un peu plus clair, que vous prenez la tangente, et après vous commencez par chanter sur tous les toits, que vous êtes un exilé, ça devient de la cacophonie. Patrice Talon a souvent dit que Azanaï est un ami et qu'il souhaite quand même le voir revenir. Mais voilà quelqu'un encore qui m'étonne. Malgré toutes les attaques que ces derniers lui font, le président Patrice Talon maintient et privilégie toujours l'amitié. Parce que l'amitié est plus forte que tout. La politique, elle est circonstancielle. Mais l'amitié, elle est éternelle. Quand vous êtes des amis, de vrais amis, et que vous cultivez cette amitié, ça peut vous amener très loin. Et donc, quand le président Patrice Talon dit que il serait très content que ce dernier, les relations qu'il est liées avant, puissent être renouées, formidable. Très formidable. Alors, monsieur... Et c'est une bonne leçon pour nous les jeunes, pour nous qui pensions quand même qu'il y a autre chose que la politique. Nous devons tout faire pour cultiver ces valeurs positives que le président... Pour la réconciliation ne pas le chef de l'État, vous ne pensez pas qu'il faut un retour de ces exilés-là pour que quand même, entre les fils et filles du Bénin... Mais dites-vous qui les a chassés de leur pays? Ce n'est pas le président Patrice Talon. Je vous ai dit que c'est des gens... Patrice Talon parle aujourd'hui de la réconciliation. Oui, la réconciliation par rapport à quoi? Par rapport, si vous avez vos mains trempées dans l'argent du pays et que la justice veut voir clair, que vous prenez la tangente, qu'est-ce que le président Patrice Talon peut faire là? Mais pourquoi pas de réconciliation alors? Oui, réconciliation. Mais le président Yahya Boni, qui est un compatriote, qui est quand même un ancien président de la République, il n'y a pas que ce qui oppose le président Patrice Talon au président Yahya Boni, à l'ancien président Yahya Boni, la justice n'a rien eu à voir. Et si la justice n'a rien eu à voir, et que ce qui nous oppose, c'est sur un autre plan, on peut chercher à régler ça entre nous avec des intermédiaires pour que nous puissions nous réconcilier pour le bonheur du peuple béninois. Parce que quand la fracture est profonde, ça n'arrange personne. Et je remercie le président Patrice Talon pour son humilité légendaire, a toujours prôné la paix, a toujours prôné la fraternité, a toujours prôné l'amitié. C'est des valeurs positives très fortes qu'un homme de sa trempe qui continue pas les cultiver, je dis super. Monsieur Souleymane Naimi, nous allons aborder la deuxième partie de l'émission, mais avant, je voudrais savoir, dites-nous, si Patrice Talon était candidat en 2021, est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir?
Bien, je pense que le président Patrice Talon a accepté servir la nation. Et le peuple béninois lui a fait confiance. Et il a mis au moins 2 ans pour mettre en place tout le mécanisme qui aujourd'hui est en train de produire les fruits positifs que nous sommes en train de constater et de vivre pour le bonheur du peuple béninois. Et quand vous allez sur le terrain aujourd'hui, vous allez dans les marchés. Et vous voulez dire qu'il a un bilan parfait et qu'en 2021, vous voyez ce qu'il a fait, vous voyez comment il est en train de sortir nos mamans des conditions difficiles de travail, avec des marchés totalement contemporains qui ne répondent plus aux normes actuelles. Et le président Patrice Talon a accepté de reconstruire tous ces marchés pour le bonheur de nos mamans. Est-ce que c'est suffisant pour qu'en 2021, tout ce qu'il a eu à faire pour le bonheur des Béninois? Et comme je vous l'ai dit dans mes propos précédents, aujourd'hui même c'est la diaspora qui s'est levée comme un seul homme pour dire celui-là doit revenir. Et que d'autres même ont dit que même s'il faut aller le chercher et l'attacher à la chaise, sur la chaise, pardon, pour qu'il puisse continuer là, qu'ils sont capables de le faire. Mais après, c'est le peuple qui vote. Donc, c'est dire quoi? C'est dire que parfois vous êtes obligé de faire quelque chose contre votre volonté. Puisque des gens voient en vous un homme de vision. Un homme de vision, pour ne pas trop dire, quelqu'un qui, véritablement, s'il n'existait pas, il fallait le créer pour le bonheur des Béninois. Et donc, celui-là, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis. Quand vous prenez 10 Béninois aujourd'hui, il y a au moins 9 qui vous disent, celui-là, il faut qu'il revienne pour continuer les œuvres salvatrices, les œuvres fortes, positives qu'il a commencées et qui nous permettent aujourd'hui de vivre mieux. Et donc, cela veut dire et voudra dire que quand il sera candidat, il sera élu. Vous serez prêt à vous mettre à genoux pour réclamer... Ah non, jamais, pas me mettre à genoux. Je ne peux que me mettre à genoux devant mon Dieu, mais pas me mettre à genoux devant un homme. Et le président Patrice Talon n'aime jamais ça. Il n'aime jamais ça. C'est un monsieur, vous savez, c'est un monsieur que moi j'ai connu. Je l'ai connu avant 2015. Très, très effacé. En quelles circonstances? Très, très effacé. Alors que c'est un monsieur qui brasse des milliards. Mais quand vous le voyez, vous ne saurez jamais qu'il est de la trempe de ceux qui brassent des milliards. Vous l'avez rencontré dans le monde des affaires. Je l'ai rencontré. Non, mais vous connaissez comment le Béninois est imbu, égoïste, vantariste. Mais le président Patrice Talon, je vous dis, c'est un homme de culture, très, très... de culture, de bonne culture, de bonne éducation, qui aime se faire, qui aime se rabaisser, qui aime aller vers les autres, qui aime servir les autres. Et ça, c'est des valeurs que nous devrions tout faire pour apprendre nous-mêmes et apprendre à nos enfants. Parce que quand on vit comme ça, on vit mieux. Alors, nous allons à présent aborder la deuxième partie de cette émission pour mieux vous connaître au-delà donc des activités professionnelles, au-delà des activités politiques. Et je vais laisser Arnaud conduire cette partie-là. Voilà, merci, M. Naimi Suleiman. Merci. Nos internautes et puis les Béninois aimeraient quand même vous découvrir, côté famille par exemple. Que peut-on savoir sur M. Suleiman? M. Suleiman Naimi est marié, père de 5 enfants, dont 3 filles et 2 garçons. De grands enfants déjà Oui, ma fille est née à déjà 21 ans, 21, 22 ans, oui. Et elle travaille déjà. Ouais. C'est pour vous dire que c'est pas pour rien que nous disons que en termes de développement et en termes d'avancement, il y a eu beaucoup de choses positives qui se sont passées dans ce pays. Et ma deuxième fille, elle a eu le bac cette année, elle est à Pigé.
je vis avec mon épouse. Je vis à Fille-Rousset, pas trop loin de l'hôtel Atlantic Beach. Et comment vous avez fait cette première rencontre de madame? Madame, je l'ai connue au cours d'une réception. J'ai vu la personne sortir et j'ai dit, mais il y a un serveur qui était venu vers moi. J'ai dit, mais est-ce que vous pouvez me prendre le numéro de la dame là? Et le serveur est allé la voir. Et le serveur est revenu après pour dire qu'elle lui a dit, qui veut voir le pape se rend à Rome. C'est-à-dire que vous déplacez vous-même. Effectivement, je me suis levé, je suis allé la voir. J'ai dit, madame, j'ai besoin de votre contact. Et c'est là qu'elle m'a donné le contact. C'était en quelle année déjà? Et c'était dans les années 97. C'était dans les années 97. Et donc, quand j'ai eu le contact, j'avoue qu'elle m'a fait baver pendant au moins un an et demi. Donc vous êtes un résistant. Ouais. Elle m'a fait baver. Et c'est après que les choses ont commencé par se normaliser. J'ai fait la connaissance des parents. J'avoue qu'il n'y a pas de foyer parfait. Mais il n'y a pas mieux ailleurs aussi. Si vous devez la noter sur une échelle de 10 aujourd'hui, sans doute qu'elle vous suit. J'avoue que même ce matin, elle m'a déjà coincé contre le mur. Je dis, tu vas dire quoi encore? Pourquoi c'est toi? Qui a donné ton nom pour que tu ailles sur le plateau? Parce que vous savez, nos épouses, elles ont beaucoup peur que quelque chose de mal nous arrive. Et je lui ai dit, t'inquiète, si c'est pour le développement de ce pays, s'il y a des vérités à dire, n'ayons pas peur d'aller le dire. Parce que, vous savez, dans les années 2008, 2009, j'allais sur les plateaux de télévision. Et le journaliste d'alors, c'était Médéric François Gongo. J'allais parler des actions du président Boni Yayi. Mais avant d'y aller, c'est le président Boni Yayi même qui vous reçoit. Contrairement au président Patrice Talon, qui sait que ce qu'il fait, il n'a pas besoin de vous le dire. Vous-même, vous touchez déjà du doigt là, les réalités. Si c'est bon d'en parler, il faut en parler. Et quand le président Boni Yayi vous envoie, tout ce qu'il vous dit d'aller dire, si vous allez sur le plateau de télévision pour le dire, vous ne savez pas faire, les gens vont vous attendre déjà au dehors. Ils vont vous lyncher. Donc quand on vous envoie, vous devez savoir vous envoyer vous-même. Donc c'est pour dire que nous aimons bien ce pays et que prendre des risques pour le bonheur des générations à venir, ce serait une bonne chose. Et à la maison, madame, quel plat elle fait que dès que vous êtes servi avec ce plat-là, bon, tout peut passer. Elle connaît mon menu spécial. Et je l'ai hérité de ma maman, à qui je rends hommage et je remercie beaucoup de l'éducation qu'elle m'a donnée. Elle s'appelle Célestine Dovi. Elle est de Bopa. Et mon papa, Feu Abdoulaye Naimi, qui est de Djougou. Donc je suis à cheval entre le nord et le sud. Finalement. Et quand on dit Bopa, c'est Minan. Et Minan, c'est un peu la sauce de gombo. En tout cas, moi, quand je mange, il doit y avoir du gluant dedans. Forcément. Et mon épouse, elle
Elle a eu cette confidence-là de ma maman. Et de temps en temps, elle me le fait. Et de façon régulière. Le jour, le gombo, il y a une chose là qu'on appelle fétri gourmand. Fétri gourmand. Oui. Fait avec du légume. Légumes, un peu d'huile rouge, poisson fumé, maman dedans. Bon, avec l'âge, maintenant, on me dit ne prends plus trop de maman parce que c'est pas trop bon pour toi. Fromage. Mais avant ça, je prends un peu de whisky d'abord. Et vous mangez fétri gourmand avec la pâte ou avec je mange ça souvent avec la pâte ou la pâte blanche ou la pâte noire. Cette fois-ci, avec l'âge, je me dis prends la pâte noire parce que ça va te permettre de préserver ta santé. Et quand elle fait ce plat-là, je suis à l'aise. Et que vous êtes à l'aise, qu'est-ce que vous offrez bon, quand vous êtes de très bonne humeur? Bon, vous savez, les femmes aiment les surprises. Elles adorent les surprises. Et comme surprise, quand vous prenez 10 femmes, elles vont vous dire le parfum. Elles adorent le parfum. Ou elles adorent que vous leur offrez des tissus. Des tissus. Et j'avoue qu'elle-même, elle me le fait. Hein. Et comme elle connaît déjà mes mesures, je suis là et quand on veut faire une sortie, elle dit non papa, aujourd'hui là, c'est ça que tu vas porter. Je dis mais waouh. Un tout cousu. Un tout cousu. Il dit waouh. Et vous savez si le soir va être amoureux, c'est déjà dès le matin qu'on commence par voir les prémices. Les signes avant-coureurs. Et donc, on sent que quelque chose va se passer. Et on s'y prépare. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure vie que celle-là. Quand vous arrivez de sortir de Cotonou, d'aller au village par exemple, d'y passer un moment. J'avoue que je ne vais pas au village comme ça. Je ne vais pas au village parce qu'il faut être sincère. Et pourquoi vous n'aimez pas, vous préférez la ville? Cotonou-Djougou, c'est pas fameux. Hein. C'est pas fameux. Et puis, j'ai été marqué par un événement. J'ai perdu mon papa en 1990. J'étais encore trop jeune, adolescent. Et on l'avait enterré au cimetière musulman d'Akwapa. 3 mois ou 4 mois après, je me suis rendu là-bas pour un autre enterrement. Donc, on enterrait la dame qui était allée accoucher et s'en est allée. Donc, on l'avait mise dans le trou. On a mis le bébé à côté d'elle. Quand j'ai dit, bon, je vais aller me recueillir sur la tombe de mon papa. Je vais là-bas, je constate qu'on a déjà exhumé le corps, on a enterré quelqu'un d'autre. Ça m'a tellement marqué, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Donc j'ai pensé à moi-même en même temps. Je me suis dit, donc si moi je mourais, c'est comme ça que ça va se passer. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver un endroit où je pourrais avoir un caveau familial. Pour que quand quelqu'un va mourir dans la famille, que nous puissions l'enterrer là. Puisque de la manière dont ça s'est passé pour mon papa, ça se passera forcément pour les autres. Et c'est là où j'ai acheté un domaine, pas trop loin de Cotonou. Et j'ai créé un caveau familial là. J'ai une soeur qui est décédée il y a 4 ans ou 5 ans, c'est là-bas on l'a enterrée. Et ce qui fait que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la femme Poutine. Beaucoup de vos confrères viennent là-bas. Beaucoup de vos confrères viennent là-bas. Renseignez-vous. Et quand nous allons là-bas pour des rencontres festives, d'abord ça nous permet de nous évader. Ça se situe où? Ça se situe où? Ça se situe sur la route de Tori-Bosito, à quelques 200-300 mètres avant la ville. Il y a eu des rencontres des web activistes là-bas? Beaucoup. Demandez, je ne vais pas citer de nom, ils sont nombreux, plein. Ok, au-delà, donc je crois que vous êtes... Donc c'est un lieu d'évasion où quand vous allez là-bas, vraiment,
c'est les bruits des oiseaux que vous entendez, les cris des oiseaux, pardon. Il y a un calme olympien. Donc, à défaut de vous rendre à Djougou pour vous évader, vous préférez donc... Mais depuis que j'ai enterré ma petite soeur là-bas, les gens ont commencé par me dire, mais c'est à cause de toi qu'on va commencer par parler des Naimi de Tori. Et c'est sûr que ça ne va pas rater. Non, ça ne va pas rater. Et ça m'a fait marrer. On dit, mais du moins, tu as déjà commencé par enterrer des gens là. Et que tes parents aussi, c'est là-bas on va les enterrer. Oui, il y a des gens qui vont être là et qui n'iront pas du tout au village. Voilà. Et finalement, on parlera de Naimi de Tori. Que ce que tu as fait là, tu ne sais pas sur la porte que ça aura dans les 10, 20, 30 ans, 50 ans, 100 ans. Mais tu viens de poser un acte fort. Alors, M. Naimi, vous aimez sans doute le sport. J'adore le sport. J'adore le sport et je viens même de finir le sport. Parce que je me suis dit, à cet âge, il y a des maladies que nous contractons de façon, excusez-moi, de griffe bête. Et donc, pour s'en débarrasser, la meilleure manière, c'est de faire le sport. Quelle activité sportive Je fais la marche, je fais beaucoup la marche. Et surtout que là où j'habite, je suis à 200-300 mètres de la route des pêches. Ce qui fait que si je finis le travail, je quitte le boulot, je fais la marche, je fais quelques mouvements en gymnastique et je suis dans un club de sport. Et les amis ont estimé qu'ils peuvent me confier la présidence. Et quand je voulais quitter tout à l'heure, ils m'ont dit, président, vu que tu es en train de partir, nous aussi on va se libérer plus tôt que prévu. Ça leur a fait plaisir. C'est comme si le maître qui quittait la salle de classe pour une réunion et les élèves sont contents. C'est juste une petite blague. Merci à vous. Merci pour cette parenthèse qui nous a permis de mieux vous connaître davantage. Merci à vous aussi. Je voudrais infiniment vous remercier de l'invitation. Vous avez dit votre dernier mot. D'accord. Oui, allez-y. Mon dernier mot, c'est que je voudrais d'abord vous remercier, chers amis, de m'avoir invité. Je voudrais demander au peuple béninois de comprendre que rien n'est facile dans la vie. Que les grandes nations, les États-Unis, la France, l'Europe tout entière sont arrivés là aujourd'hui parce qu'il y a eu trop de sacrifices. Et quand vous allez dans ces pays-là, ceux qui s'adonnent à des travaux durs, les travaux sales, ce sont les Africains. Quand vous rentrez dans le métro à 3 heures du matin, c'est bondé d'Africains. Ceux qui vont faire d'abord les boulots sales. Et quand ils viennent chez eux en Afrique, ils se font passer pour des hommes importants. Nous devons comprendre que pour laisser à notre génération, aux enfants, aux générations futures, c'est nous qui devrons nous sacrifier. Nous devons souffrir. Nous devrions pouvoir comprendre que demain, si ces enfants-là seront heureux et que les routes, pour la plupart, seront asphaltées, il y aura beaucoup d'écoles, des écoles de qualité, il y aura des centres de santé avec des plateaux techniques adéquats. C'est nous-mêmes qui devrions véritablement laisser des plumes. Et c'est vrai, c'est difficile, c'est dur, mais c'est par là que nous devons forcément passer pour y arriver. Et donc, patience, 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 parce que demain sera beau pour nous, pour nos enfants. Je vous remercie. Merci. Alors, chers amis internautes, c'est tout pour ce numéro de Gros Plan. Nous avons reçu pour vous Souleymane Naimi. Il est président du mouvement Talon doit revenir en 2021. Nous vous remercions de nous avoir suivis et à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci.